avions davantage mis l'accent sur les aspects juridiques, notamment quels travaux allaient être autorisés à reprendre ce lundi. Et fort heureusement, entre-temps, l'arrêté ministériel qu'on attendait a été publié jeudi dernier et fort heureusement a confirmé la plupart des recommandations que nous avions présentées. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mesures de prévention à mettre en œuvre sur les chantiers, puisque nous recevons pas mal de questions, notamment quelles sont les mesures de protection collective à privilégier sur les chantiers, quels EPI mettre à disposition des travailleurs, hein, beaucoup de questions sur quel type de masque faut-il acheter, en tissu, jetable ou réutilisable. Comment bien les porter? Et la question classique que nous recevons, c'est mes ouvriers portent une barbe, est-ce que du coup ils sont suffisamment protégés s'ils mettent un masque? Alors il y a la question également de l'organisation des chantiers, hein, comment organiser son chantier pour limiter les risques et donc comment effectuer, et ça c'est une question importante de bon nombre de nos affiliés, c'est comment effectuer une analyse des risques pour chaque chantier. Et une autre question qui reviendra certainement lors de l'exposé, c'est quel rôle doit jouer le coordinateur dans toute cette histoire, coordinateur sécurité. Bon, pour aborder ces différents points, nous avons invité Lino Senna, qui est manager régional chez Constructif. Il est manager au niveau de la province de Liège. Mais avant de lui céder la parole, je rappellerai qu'il existe un guide générique qu'on vous avait présenté lors de notre précédent webinaire, qui est assez pratique et bien illustré et qui reprend un grand nombre de recommandations pour l'ensemble des secteurs. Alors, sachez également que le secteur de la construction a développé un protocole reprenant des recommandations spécifiques pour notre secteur et des fiches techniques sont en train d'être développées dans le cadre de ce protocole, mais elles doivent encore faire l'objet d'un accord entre les différents partenaires sociaux. Mais normalement, je pense que cette semaine, ces fiches devraient être prêtes. On va en parler aujourd'hui, ça, mais on pourra seulement les envoyer à nos affiliés, et notamment via le site de Constructif, je pense, dans le courant de cette semaine. Alors, dernière petite information d'ordre pratique, comme nous sommes assez nombreux à suivre le webinaire, nous avons volontairement coupé les webcams et les micros des participants. Vous avez la possibilité de poser des questions via le bouton QR, donc questions-réponses, qui se trouve en bas au milieu de votre écran. Je recevrai et je collecterai toutes ces questions et à la fin de la présentation de M. Senna, je pourrai lui poser les questions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je cède la parole à M. Senna. Merci. Bien, mesdames et messieurs, en vos qualités et titres, je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Dans le cadre de la pandémie qui nous touche, personne n'était préparé à une telle situation. Et le secteur de la construction, face à cette situation, doit s'adapter afin de pouvoir continuer ses activités. Donc, nous allons parcourir les mesures de sécurité dans le cadre du Covid-19 pour la reprise du travail. Alors, le contenu, nous allons d'abord voir les risques d'une contamination virale et bactérienne, les obligations légales, la hiérarchie des mesures de prévention, quels EPI employer et à mettre à disposition pour les travailleurs, les différents types de masques qui sont actuellement disponibles sur le marché et quel type de masques sont des EPI. Quand faut-il un masque de type FFP2 ou FFP3? Quel type de gants? Quand faut-il des lunettes de sécurité et faut-il une combinaison jetable? Et on terminera par les conclusions. Alors, tout d'abord, les risques de contamination au niveau du virus Covid-19 se font par voie aérienne, donc des gouttelettes. Donc, quand on éternue, lorsqu'on tousse, voilà, lorsqu'on a le nez qui coule, et tout ça sont des éléments qui peuvent contaminer
les personnes, les travailleurs, lorsque les distanciations ne sont pas respectées. Il y a aussi toutes les surfaces de contact auxquelles on est amené lorsque on est occupé dans ces tâches ou lorsqu'on se déplace, tout simplement. On peut aussi contaminer toute une série de surfaces. Et donc là-dessus, il faut aussi prêter une attention particulière. Alors, les obligations légales, c'est clair que par rapport à la situation qui nous est donnée, il va falloir adapter l'analyse de risque. Alors, je sais que dans les entreprises, il existe déjà des analyses de risque par rapport à leurs activités respectives qui sont déjà définies, déterminées et appliquées. Mais on va essayer dans le cadre de cette situation face au Covid-19, de compléter cette analyse de risque dans ce cadre. Dans la même occasion, on déterminera aussi les mesures de prévention. On devra aussi veiller à ce que les prescriptions sur chantier soient respectées et là-dessus, voir le rôle du coordinateur sécurité, santé d'une part et le maître d'œuvre, entrepreneur d'autre part. Alors, par rapport à le rôle de chacun, au niveau de la coordination, le coordinateur a un rôle bien défini sur les mesures dans l'ensemble, sur l'ensemble du chantier. Et là, c'est le plan de sécurité et de santé du chantier. Et on verra aussi l'entrepreneur chargé de la conception de voir à son niveau, d'un point de vue analyse de risque. Alors, déterminer la situation sur chantier, est-ce qu'il s'agit de travaux dans un bâtiment habité? Eh bien, là-dessus, il faut faire le point avec le maître d'ouvrage. Soit ça peut être un particulier, soit ça peut être un professionnel. À ce niveau-là, les entreprises, lorsqu'elles interviendront vers ce genre de chantier, ce type de chantier, elles devront s'assurer que le bâtiment ne pose pas de risque concernant le Covid-19, voir l'accessibilité au poste de travail, voir si ça n'interfère pas, si ça ne provoque pas un risque qui pourrait contaminer ces travailleurs. Et donc là-dessus, au niveau de constructive, évidemment, on s'est déjà penché sur le sujet et des documents, des procédures vont, vont être à disposition, évidemment, et ça toujours sous condition en fonction des accords qui seront discutés au sein des partenaires sociaux. Et donc, ces checklists reprendront l'ensemble des mesures à mettre en œuvre, soit si on est chez un particulier, soit si on intervient chez un professionnel. Et alors, bien, la checklist est assez détaillée hein, parce que voilà, on fera un état sanitaire chez le client, voir s'il y a des gens qui sont contaminés, donc il y aura une information de la part du client. Si évidemment on doit intervenir par obligation, par nécessité, il est clair que les mesures qui devront être prises et mises en œuvre par les entrepreneurs devront être plus complètes que si on intervient sur un chantier à l'air libre sans que le risque de Covid ne soit en tout cas présent, suspecté ou où on ait une suspicion. Alors, je ne vais pas faire l'état de la checklist, mais sachez qu'elle est assez complète. Il y a un bilan sanitaire chez le client, il y a une organisation du chantier. Que faut-il faire? Que faut-il mettre en œuvre pour travailler en sécurité? Et avant de quitter le chantier, évidemment, les mesures à mettre en œuvre pour éviter justement au niveau des déchets, au niveau de la contamination susceptible, les mesures à mettre en œuvre.
Évidemment que ces procédures, elles seront visées par l'entreprise et par le client dans un esprit de rassurer les uns et les autres. Alors, même chose pour une intervention chez un professionnel, un client professionnel, c'est pratiquement la même checklist à quelques points près. C'est l'organisation lorsqu'on intervient chez le client professionnel au niveau du déplacement, au niveau du stockage de matériaux, au niveau de la prise du poste de travail. Et donc, tout ça fait l'objet d'une analyse détaillée qui pourrait et qui sera, en tout cas, à disposition des entreprises. Alors, pour les chantiers d'une certaine taille, il est évident que des décontaminations de surface de contact sur les postes de travail, mais euh, au niveau de la circulation. Et là, je prends par exemple un passage central sur un chantier avec des mains courantes. Un escalier, par exemple, devra faire l'objet d'une attention particulière au niveau de l'hygiène, donc une désinfectation, une décontamination. Et même chose pour les équipements sociaux, puisqu'ils sont utilisés par plusieurs travailleurs, et on verra comment organiser l'occupation de ces locaux sociaux, tant au niveau des réfectoires, des sanitaires et autres. À cela, il faudra ajouter des pictogrammes pour respecter la distanciation, parce que ça reste la règle de base pour éviter la contamination. Et ces pictogrammes seront mis dans les endroits les plus sensibles du chantier, de manière à respecter, s'il y a des zones d'attente, je pense que lorsqu'il faudra prendre des repas, lorsqu'on aura un approvisionnement sur chantier ou tout simplement lorsqu'on arrive sur le chantier. Alors, mesures de prévention prises par le maître de l'ouvrage. Alors, il faut déterminer d'abord les mesures de prévention. Donc, décontamination des surfaces de contact, ça, je viens d'en parler. Au niveau des postes de travail, c'est la même chose. Si il y a un risque de suspicion ou de contamination ou de présence simultanée due à l'activité du chantier, eh bien, ce seront des lieux qui devront faire l'objet d'une attention particulière au niveau de la décontamination, mais aussi au niveau des équipements de protection individuelle à utiliser par les travailleurs. Même chose au niveau du plan de circulation, c'est de déterminer des zones d'accès avec un sens de rotation dans la mesure du possible en fonction du chantier. C'est clair qu'ici, on pense de manière générale, mais ce plan de circulation devra, en tout cas, quel que soit le type de chantier, porter une attention particulière pour éviter justement certains croisements au niveau des travailleurs. Alors, occupation et nettoyage des équipements sociaux, même chose, dans la mesure où sur chantier, on a un nombre conséquent de travailleurs, soit il va falloir organiser une rotation avec les travailleurs pour la prise de repas. Moi, je pense aussi, dans la mesure du possible, un décalage ou en tout cas une organisation sur l'arrivée du chantier pour ne pas justement engorger ces zones d'occupation directe ou en tout cas de contact sur chantier. Et donc, une organisation devra être prise par rapport à l'arrivée des travailleurs sur le chantier. Même chose au niveau des pictogrammes, donc c'est respecter les distanciations sociales et éviter, dans la mesure du possible, en fonction de la nécessité et du type de travail, d'éviter de concentrer une masse de travailleurs dans une zone de travail bien définie. Donc là-dessus, ça fera aussi l'objet
d'une organisation au niveau de l'entreprise par rapport au planning de travail, mais aussi à l'organisation du travail. Alors, tenir un registre au niveau de la fréquence de nettoyage, bien, c'est clair, s'il y a une société de nettoyage qui s'occupe de faire ce nettoyage, je pense qu'eux tiennent un registre qui mentionne la fréquence des nettoyages. Maintenant, la fréquence des nettoyages doit être fonction du nombre de travailleurs qui est présent sur le chantier. Il n'empêche que, et là, on appelle aussi à la responsabilité de chacun, c'est aussi d'ordre civique par rapport à la prise de repas. Si on a des petites équipes, on peut organiser le nettoyage en désignant une personne, en lui fournissant les équipements adéquats pour assurer ce nettoyage et en tout cas éviter la propagation du virus. Alors, au niveau de la communication, c'est une chose évidemment très importante parce que, et là, personne n'y échappe, tant au niveau du travail, mais au niveau de la vie quotidienne et la vie courante. La communication est un élément extrêmement important. Pourquoi? Parce que bien communiquer, ça suppose qu'on enlève certaines barrières, certains doutes. Et donc, les travailleurs, dès lors, peuvent assurer leurs tâches de manière, je dirais, plus sereine. La fiche que nous avons éditée le 16 mars, je pense, reste évidemment toujours d'actualité et doit, en tout cas, elle a le mérite de rappeler les consignes d'hygiène et de sécurité et de port de matériel EPI à disposition, mis à disposition par l'employeur. Et donc, ces consignes doivent évidemment être respectées à tout moment. Alors, au niveau de la hiérarchie des mesures de prévention, c'est clair que la loi sur le bien-être reste d'application. Donc, par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Le risque, évidemment, démarre dès que le travailleur quitte son domicile. Et donc, on doit faire en sorte, dans la communication au sein de vos entreprises, au sein de votre personnel, et là j'englobe tout le personnel, dans la mesure où l'employeur prend les dispositions et met les moyens nécessaires pour exécuter sa politique de prévention. En contrepartie, les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique s'associent au processus défini par l'employeur. Et donc, dès qu'on quitte son domicile, il est clair que, et là j'en appelle aussi au sens civique de chacun, on doit aussi se présenter sans risque ou symptômes apparents. Donc, c'est d'écarter les personnes qui pourraient présenter un risque au niveau d'une toux, d'une température excessive ou en tout cas de signes extérieurs qui pourraient faire penser que la personne ait été contaminée ou ait contracté le Covid. Donc, c'est d'écarter dans un premier temps toute personne qui pourrait présenter ou serait suspicieuse de contaminer le reste du personnel. Alors, à ça, évidemment, donc dans un premier temps, donc ça nécessite aussi au niveau de votre analyse de risque une autre philosophie, puisque en règle générale, l'analyse de risque ne débutait que lorsque les travailleurs étaient présents sur le chantier et c'était l'analyse du poste de travail. Et évidemment, ici, il faut aller plus loin, donc ça appelle à une autre culture. Donc, il faut prévoir cet aspect que je viens d'énoncer au départ du travailleur vers son poste de travail et avant qu'il n'utilise soit le transport organisé par l'employeur, mais s'il devait se présenter malgré tout sur chantier par négligence, on va dire, ou par une mauvaise information ou un doute, évidemment que les mesures sur le chantier doivent être aussi appliquées directement et c'est de renvoyer cette personne
vers son médecin traitant dans un premier temps pour s'assurer qu'il peut soit reprendre le travail et les symptômes qu'il présente n'ont aucun effet, ou alors il faut le mettre sur le côté. Donc, au niveau des protections des équipements collectifs en place, c'est les mesures organisationnelles. Donc, c'est d'abord la distanciation sociale, c'est la décontamination des surfaces, c'est d'assurer un plan de circulation et surtout, elles doivent être accompagnées d'instructions claires, précises, affichées aux endroits sensibles du chantier et elles doivent être complétées par des toolbox meetings, donc des informations en arrivant sur le chantier avec l'ensemble du personnel en tenant compte de la distanciation, qui rappellent l'organisation que l'entreprise a mis en place pour pouvoir continuer ses activités. Alors, ces instructions, ça peut être la base au niveau de l'information, mais elles peuvent être aussi accompagnées d'une fiche LMRA, donc c'est Last Minute Risk Analysis, en fonction des modifications du planning ou tout simplement des travaux. Et donc là-dessus, moi j'insiste parce que la communication, si elle est efficace, ça supprime évidemment un facteur psychosocial qui est posé sur les travailleurs. Et dans la mesure où ces facteurs sont allégés, ça permet en tout cas de pouvoir reprendre le travail dans une certaine sérénité. Au niveau des protections, des équipements de protection individuelle, évidemment, on pense aux EPI, c'est-à-dire les masques, les gants, les lunettes, des salopettes jetables. Et donc ça, la suite de l'exposé attire une attention très particulière. Alors, au niveau du masque, je tiens, et c'est pourquoi on a insisté aussi là-dessus, les masques de sécurité vont être un élément capital pour l'avenir et notre quotidien, puisque non seulement pendant l'exécution de notre travail, on devra ou on pourrait être amené à porter ce masque en fonction de la situation de manière régulière, mais je pense aussi à l'utilisation de transports en commun. L'accès dans certains magasins ne pourra plus se faire si on n'a pas mis ce masque qui est une barrière à la prolification, je dirais, du virus. En tout cas, c'est un des éléments essentiels. Donc, il faut vraiment s'habituer à l'avenir dans le paysage, je dirais, quotidien et professionnel, à utiliser ce type de pays. Alors, la signalisation, les pictogrammes, l'obligation de respecter la distanciation sociale, c'est clair que ça devra faire aussi l'objet d'une attention particulière pour l'organisation et le bon fonctionnement du chantier, dès l'arrivée du chantier jusqu'au départ. C'est essentiel et pendant toute la durée du travail. Alors, au niveau des EPI, nous allons voir bien les masques. Donc, quel type de masque? Les gants, c'est un élément aussi important dans le travail. Les lunettes, écran facial et au besoin, combinaison jetable. Alors, au niveau des masques, nous avons d'abord le masque type chirurgical, type 2. La norme, c'est la 14 683. Ça reste un masque chirurgical. Donc, c'est une barrière par rapport à la prolification du virus, mais il n'est pas considéré comme un équipement de protection individuelle dans le sens de la réglementation au travail. Donc, les masques qui sont considérés comme des EPI au sens de la législation doivent toujours avoir le marquage chez eux et ce sont des masques jetables type FFP1, FFP2, FFP3. Alors, une attention aussi aux masques avec soupape qui sont très confortables parce que l'air expiré est plus facile, c'est plus respirable dans ce genre d'équipement.
mais ils peuvent se saturer d'eau et donc la protection, lorsqu'ils sont saturés, devient évidemment insuffisante contre les bactéries ou la prolifération du virus. Au niveau du masque chirurgical, donc le principe, c'est d'éviter qu'une personne contaminée va contaminer d'autres personnes. En clair, si vous portez ce genre de masque, ben, vous évitez justement de contaminer votre vis-à-vis. Même chose, la meilleure barrière, ce serait que tout le monde soit protégé et comme ça, vis-à-vis, il n'y aurait plus de, en tout cas, moins de problèmes. Mais attention, et je le répète, ce n'est pas considéré comme un équipement de protection individuelle. Par contre, au niveau professionnel, les masques FFP2 ou FFP3, donc ce sont des masques anti-poussière, qui sont considérés comme un EPI, marquage obligatoire CE. Ils protègent évidemment contre les particules fines dans l'air, et notamment les gouttelettes. En tout cas, ils sont obligatoires dans les travaux ou dans les bâtiments où il y a des patients corona. En clair, si demain une entreprise devait intervenir dans un home ou un hôpital ou un service où des personnes sont risques, en tout cas, ou sont porteuses du virus et qu'elles sont identifiées, ce type de masque alors devient obligatoire. Alors, au niveau de la pose d'un masque, c'est aussi important parce qu'on voit pas mal de personnes qui portent le masque, mais on sait qu'un équipement de protection individuelle a aussi ses limites et ses contraintes. Et souvent, les personnes, après un certain temps, baissent un peu leur garde en disant, voilà, en voulant respirer par le nez. Il est clair que lorsque on pose un masque, il faut qu'il soit évidemment qu'il épouse bien le contour du visage, du nez et qui protège la bouche. Le principe, c'est évidemment qu'il doit rester un équipement de protection. Et évidemment, l'hygiène est importante, notamment lorsqu'on pose ce masque, d'avoir les mains évidemment propres. Et pour ce faire, soit on a du gel hydroalcoolique ou un savon antibactérien pour assurer en tout cas une hygiène parfaite avant la pose. Et lorsqu'on enlève le masque, c'est la même chose. Il faut aussi respecter une certaine mesure d'hygiène par rapport à l'enlèvement de ce masque pour éviter justement s'il est saturé en eau, qu'il traîne, en tout cas, il doit être posé dans une poubelle fermée. Et évidemment, le travailleur doit aussi continuer à se prévenir par rapport à la dispersion du virus en se lavant les mains. Alors, les personnes qui portent une barbe, évidemment, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut aborder. Donc voilà, normalement, l'étanchéité du masque est anéantie par la barbe. Donc, pas de protection contre les particules fines dans l'air. Cependant, pour une protection dans le cadre d'une contamination Covid-19, une barbe n'est pas un problème. Le virus est transmis par gouttelette ou les surfaces contaminées. En clair, si on utilise un masque FFP3 pour se protéger, exemple, contre le quartz ou des particules d'amiante, évidemment que les personnes qui ont une barbe doivent se raser pour évidemment que le masque épouse les formes parfaites du visage et éviter toute contamination à ce moment-là. À défaut, il faut alors soit adapter les masques, et alors là, on rentre alors dans un autre type de masque, c'est des masques complets avec adduction d'air, mais là, évidemment, le port et la réglementation est tout autre, et les contraintes vis-à-vis du travailleur par rapport à la durée du temps de travail sont aussi très contraignantes. Alors, les gants, c'est aussi un élément important, je pense, sur les chantiers par rapport à la propagation de la bactérie
Si voilà, on est à main nue, qu'on prendrait des mains courantes, des outils, en fait, toutes sortes de choses, hein, lorsqu'on doit, je pense même à l'utilisation d'un échafaudage. Et il est clair que les gants, s'ils sont posés dès qu'on arrive sur le travail, et il existe sur le marché des gants qui offrent un confort de travail avec une qualité suffisante dans le cadre de l'activité de la construction, au niveau du déchirement, au niveau de la résistance et autres, qui peuvent évidemment faire l'objet d'une pause, et tout ça doit être étudié et informé, soit dès qu'on arrive sur le chantier et dès on entame son travail, c'est avant tout justement d'être protégé au niveau des mains. Et donc la norme, en général, c'est la EN 420. Et pour les gants qui protègent contre le risque bactériologique, alors on applique la norme 374. Alors, les gants jetables, gants à vinyle, ben, c'est clair que, en termes d'un point de vue pratique dans le secteur, au niveau du travail, ben, c'est des gants qui, OK, donnent une protection, mais en termes de résistance, c'est totalement insuffisant. Donc, en dehors du cadre du travail normal, des activités normales qu'un travailleur pourrait faire, ben, ces gants peuvent être recommandés, mais moi, en tant que conseiller prévention, dans le cadre d'un travail, je dirais, général dans le secteur de la construction, c'est des gants, dans l'activité propre du travailleur, c'est des gants qui offrent très, très peu de résistance et donc qui généreraient plus d'inconvénients qu'autre chose pour les travailleurs. Donc, à utiliser en dehors du cadre du travail, des travaux manuels proprement dits. Par contre, lors des déplacements, lors voilà, d'une activité quelconque en dehors, par exemple d'un maçon, par exemple, c'est à proscrire. Je pense aussi à un menuisier, je pense à un chauffagiste, ou en tout cas à des métiers traditionnels. Et voilà, ils ont besoin d'équipements qui soient suffisamment résistants et qui offrent aussi un confort de travail pour justement garder la tactilité et pour être efficace dans leur travail. Donc, ces gants, en dehors du cadre du travail, OK. Dans le cadre du travail, sont des équipements qu'il faut voilà, éviter dans des activités de construction traditionnelles. Alors voilà, ce que donc les gants au niveau jetable, ben, des gants néoprène, hein, donc résistent au déchirement, souplesse, sensibilité tactile. Instruction également, comment enlever les gants et surtout le deuxième gant, ben voilà, il faut prêter aussi une attention de la part des travailleurs qui utilisent ces équipements. Lunettes de sécurité, aussi, on sait aussi maintenant que le virus peut aussi se propager au niveau des yeux et donc ben, des lunettes peuvent être aussi portées par les travailleurs en cas de risque décelé ou important, voilà, dans la mesure du possible, parce que voilà, mettre un masque, c'est une contrainte pour le travailleur supplémentaire. Mettre des lunettes, ça devient une contrainte qu'on rajoute. Et je me figure que dans le gros œuvre, les personnes qui portent un casque, c'est une troisième contrainte qui vient s'ajouter à tout le port de de ces équipements. Donc, vraiment, en cas de nécessité, en cas d'obligation par rapport au travail, par rapport à l'environnement qu'on occupe, il faudra alors s'équiper de lunettes de sécurité. Écran facial, ben, c'est aussi un élément qui peut remplacer le port de lunettes. Donc, ça reste un EPI, marquage chez eux. Attention, ce n'est pas une alternative pour les parois plexi dans les véhicules. Donc,
combinaison jetable, ben, la combinaison jetable, elle sera de toute façon utilisée dans les endroits les plus sensibles, là vraiment où on a la présence du corona qui est reconnue. Et évidemment qu'il faudra tracer des zones de circulation pour éviter évidemment tout contact, mais ces salopettes jetables sont considérées comme des EPI, marquage CE, la norme 343 s'applique également, et à réserver uniquement aux endroits à risque et à proximité des personnes qui sont contaminées. Donc là où le travail devient nécessaire, je pense à des réparations, je pense à des interventions pour du remplacement de conduite, de canalisation, voilà, de ventilation. Il y a pas mal d'applications. Voilà, dans la mesure où on intervient dans un hôpital, une maison de repos, des endroits sensibles où le corona a été détecté, à ce moment-là, le port d'une salopette jetable est plus que recommandé, il devient obligatoire. Alors, en conclusion, évacuer du chantier toute personne qui présente des symptômes liés au corona, garder tant que possible la distanciation sociale, c'est en matière de protection collective la priorité numéro un. Alors, lors du redémarrage du chantier, bien évidemment, l'analyse de risque doit être adaptée. Une information vers les travailleurs doit être faite. Au niveau de l'installation de chantier, l'équipement de chantier, il faut prévoir de l'eau courante, ou en tout cas en suffisance, du savon liquide, du gel hydroalcoolique. Dans la mesure où il est impossible de respecter la distanciation, eh bien alors les EPI deviennent alors obligatoires. En termes de masque chirurgical, je reste prudent par rapport à l'utilisation de ce type d'équipement en fonction du chantier et de la présence de travailleurs, du lieu et autres. La préférence va aux masques de FFP2 ou FFP3. En tout cas, ceux-là seront obligatoires sur les lieux de travail à risque. Et en tout cas, les EPI nécessaires pour certaines activités, entre autres le masque FFP3, au cas où une exposition à la poussière de quartz ou à l'amiante est présente. Voilà. Moi, j'arrive au terme de l'exposé. Alors, il est clair que, en termes d'actualité, le corona occupe toute l'attention actuelle. Il est au centre des débats, au centre des mesures qu'on doit mettre en œuvre. Il n'en reste pas moins que d'autres mesures et d'autres risques sont présents sur le chantier. Et évidemment qu'il ne faut pas négliger ces autres risques, parce que si on devait négliger la sécurité, entre guillemets, des travailleurs sur leur poste de travail, on risque alors de devoir déclarer un accident. Et ça, je pense que personne n'a envie de faire ça. Mais on risque aussi de peut-être appeler des secours, de faire appel aux services de secours. Et à l'heure actuelle, on doit redoubler de vigilance parce que la priorité, évidemment, est au niveau des hôpitaux qui sont engorgés, va d'abord aux patients du Covid. Donc, dans l'analyse, dans l'information qu'on doit faire, le fait qu'on doit rester concentré, évidemment, sur son activité et redoubler justement de prudence par rapport aux actes ou aux situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés. Voilà.
Merci Lino. Comme tu t'en doutes, on a reçu pas mal de questions, énormément sur tout ce qui est masque. Et peut-être j'ai directement une question pour toi. Tu as parlé des masques en tissu, masques chirurgicaux. Une des premières questions, c'est est-ce qu'ils peuvent être reconnus comme des EPI? Et la sous-question qui revient assez régulièrement, c'est les FFP2, si on considère que ce sont les EPI qui doivent être utilisés, nos entreprises ont beaucoup de mal à s'en procurer. Et pour l'instant, on sait tous que ces types de masques sont réservés au personnel soignant. Et donc, il y a une incertitude au niveau des entrepreneurs. Voilà, quel type de masques ils peuvent et surtout, voilà, est-ce que les masques en tissu avec filtre pourraient être une solution? Alors, dans la mesure donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le Covid ne dispense pas du respect des règles en vigueur, et notamment la loi sur le bien-être. Donc, elle reste évidemment d'application. On doit considérer aussi qu'on reste dans le cadre du travail et que cette réglementation est d'application. Donc, en termes, est considéré comme un EPI. Le matériel, donc masque type FFP1, FFP2, FFP3, avec marquage CE et référent à la norme en vigueur. Donc, là-dessus, est-ce qu'un masque en tissu peut être utilisé? Moi, je dirais, dans le cadre du travail, à l'heure actuelle, et là je me retranche sur l'analyse du conseiller en prévention, parce que c'est toujours la loi qui fait foi pour, à l'heure actuelle, et je n'ai pas vu de dérogation à ce niveau, sauf pour le grand public. Mais en termes d'activité professionnelle, on doit rester sur le masque FFP1, FFP2 ou FFP3. Et par rapport aux masques mis à disposition, ou même au niveau des gants, qui doit se charger de la désinfection ou le nettoyage? Ça, c'est aussi une question qui revient très régulièrement. Eh bien, là, c'est l'employeur qui prend les dispositions. Donc, il définit dans son entreprise, et là, chaque chef d'entreprise définit la politique de prévention au sein de son entreprise. Et donc, à lui de définir quel système, quel moyen peut être mis en œuvre dans son entreprise, dans le cadre du travail, pour faire une désinfection du matériel, des gants entre autres, mais de l'ensemble des équipements qui pourraient être souillés ou contaminés. Alors, pour ce faire, soit il dispose d'un conseiller en prévention et qui va l'appuyer dans sa démarche pour mettre en œuvre une technique pertinente pour ce faire, soit il peut faire appel au service externe de prévention via le conseiller médecin du travail pour définir la méthode, les produits qui peuvent être utilisés pour la désinfection. La fréquence, évidemment, c'est l'employeur qui la détermine et les moyens mis à disposition, c'est évidemment l'employeur qui détermine la nécessité en fonction du chantier, en fonction du nombre de travailleurs présents et autres. Et ça, c'est une question aussi des entrepreneurs lorsqu'ils commandent des masques. Oui. Comment s'assurer qu'ils soient bien conformes? À quoi doivent-ils faire attention lorsqu'ils font le bon de commande? Et lors de la réception, que faut-il vérifier? Eh bien, je vais reprendre. Voilà. Donc, lorsqu'on fait un achat, on s'assure tout d'abord que le masque porte le marquage CE. On s'assure qu'il correspond à la norme, et je vais la reprendre.
pour ne pas dire de bêtises, puisqu'elle apparaît dans la présentation. Alors là-dessus, Uriel, si tu permets, je vais m'assurer de l'exactitude de la norme et je reviendrai vers vous dès que possible, mais plutôt que de dire une bêtise. Mais de toute façon, cela doit correspondre à une norme et il doit y avoir le marquage CE. Et le fabricant, le fournisseur doit assurer le domaine d'application du masque, de l'équipement. Mais ça, c'est valable pour tous les équipements de travail. Donc, je m'explique. Il doit définir tel masque est résistant pour tel risque. Et il doit les définir dans sa note qui met à disposition et qui doit mettre, qui est une obligation lorsqu'on met un équipement à disposition sur le marché pour les utilisateurs, entre autres les entreprises. Donc, les entrepreneurs doivent veiller à ce que le masque soit CE, qui corresponde. Et la norme, j'ai vraiment une absence au niveau de la norme. Donc, plutôt que de dire une bêtise, je vais d'abord la vérifier et je vous la ferai parvenir, mais le plus rapidement possible, début d'après-midi. Et donc, quand on a vérifié ces éléments, on voit le domaine d'application de l'équipement de travail, entre autres le masque, et à ce moment-là, on vérifie si, évidemment, il correspond à l'activité pour laquelle on est occupé, et à ce moment-là, on peut mettre l'équipement en service dans l'entreprise. Donc, Lino, parce que je vois que les questions reviennent encore, donc c'est peut-être pas encore totalement bien clair. Selon toi, donc par rapport à la législation, bien évidemment, les masques en tissu, donc que tout le monde fabrique ou que certains peuvent se procurer avec des filtres, ne sont pour l'instant pas recommandés sur les chantiers. Disons que d'un point de vue légal, et je ne voudrais pas donner une fausse information aux entreprises qui sont présentes ici, d'un point de vue légal, et je sais qu'on est dans des mesures d'urgence, mais d'un point de vue légal, on doit se tenir à du matériel normatif, CE. Alors, je ne sais pas si au niveau des arrêtés ministériels, il y a des dispositions qui vont déroger à cette règle. Moi, à l'heure actuelle, je n'en connais pas. Ce que je sais, c'est que le gouvernement a invité la population, mais là, on est dans un autre cadre, évidemment, parce que, voilà, au niveau mondial, il y a une pénurie au niveau de la fourniture de ces équipements. Et donc, je ne peux pas, moi, juger de la qualité d'un masque en tissu, de sa conception, parce qu'il n'y a pas de données qui entourent, qui encadrent l'équipement. Dans le domaine du travail, nous restons dans un domaine qui est encadré par toute une série de législations, et ces législations, malgré la crise qui nous concerne, restent évidemment en application. Donc, je vais asseoir mes dires en disant on doit rester dans le cadre légal, les équipements dans le cadre du travail doivent correspondre aux normes, aux normes en vigueur actuelles. Donc, CE, la norme référent, avoir les notices d'utilisation et le domaine applicable, donc la destination, dans quelle mesure, dans quel cadre est-ce que je peux utiliser tel ou tel type de masque. Voilà, En clair, si j'ai un masque FFP3, eh bien, le fabricant a l'obligation de me dire, tiens, voilà, pour en traitement simple au niveau de l'amiante, eh bien, je peux utiliser un masque FFP3. Et ça, c'est repris au niveau des directives du fabricant et du fournisseur. Au niveau du FFP2, chaque fabricant, chaque fournisseur va définir le domaine d'application pour l'utilisation du FFP2, exactement la même chose au niveau du FFP1.
je recommande, et précision, donc le FFP2 est recommandé là, évidemment, où les entreprises vont intervenir. Je pense demain, il faut aller changer ou une chaudière dans une maison de repos où le risque bactériologique existe, eh bien, le minimum préconisé à ce moment-là est le FFP2. Si maintenant ils sont à l'air libre avec une distanciation d'1,50 m, eh bien, le port du masque n'est pas une obligation. Si les distances devaient se réduire, évidemment qu'à ce moment-là, on revient au masque FFP2. Ok. J'ai une dernière petite question par rapport au masque. Tu es plus spécialiste que moi. Est-ce qu'un masque chirurgical avec marquage CE est considéré comme mieux qu'un masque KN95 sans marquage CE? C'est une question technique que tu Ah oui, mais ça, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que je te pose la question. On reviendra dessus. Voilà, on reviendra dessus. C'est une question qui est plus technique et j'ai besoin d'avoir les éléments suffisants, pertinents pour pouvoir étayer ma réponse. Voilà. Mais je la note. Croyez-moi, ce n'est pas dans mon habitude de botter en touche. Je vais noter des questions auxquelles je ne peux pas porter des précisions complètes, mais croyez-moi qu'avec les services de constructive, nous ferons un devoir de répondre à ces questions et de transmettre les réponses à la Confédération qui, j'en suis sûr, fera On les transmettra. Voilà, vers les membres de la Confédération. Alors, à un moment donné, tu as mis en avant parmi les premières mesures à mettre en place sur les chantiers, c'était d'écarter les personnes qui avaient des symptômes. Oui. Concrètement, comment tu vois les choses par rapport à un entrepreneur général, et puis il y a différents sous-traitants qui viennent sur son chantier. Et une question qui est liée à ce problème-là, c'est par exemple, on a des travailleurs détachés qui habitent ensemble, hein, et il y a peut-être on va dire sur un groupe de 10 ou de 15, qui est malade. Alors, quelles sont un peu les précautions qu'un entrepreneur devrait prendre, par exemple, les mettre en quarantaine, oui ou non? Et si c'est par exemple qu'une seule personne, en dehors du cas des travailleurs détachés, est-ce qu'il doit dire, retourne chez ton médecin et soit il revient avec un certificat? Concrètement, comment ça doit se passer? En clair, si ces personnes, quels qu'ils soient, habitent ensemble, et si dans la communauté, il y a une personne qui a déclaré le Covid, il est clair que c'est toute la communauté qui doit être mise en quarantaine tant qu'on n'a pas fait des testings, tant qu'on n'a pas la preuve que les autres personnes ne sont pas contaminées. Parce que vous savez très bien que même si on n'a pas de symptômes, on peut être asymptomatique et donc porter le virus, le transmettre sans soi-même déclarer la maladie. Et donc, dans la mesure où on a une situation ou un cas précis, il faut prendre des mesures de précaution et c'est clair que la personne qui présente les risques visibles doit être écartée, mais je pense qu'à ce moment-là, le groupe doit faire l'objet d'une visite chez le médecin et, au besoin, faire un testing pour être sûr que les personnes sont saines et peuvent alors travailler sereinement sur le chantier et rassurer aussi les autres personnes sur le chantier, les autres sous-traitants, co-traitants ou les personnes de l'entreprise par rapport à un risque de contamination. Okay. Une autre question, juste pour un peu éclaircir, par rapport à l'analyse des risques. Est-ce que c'est le rôle de l'entrepreneur, du coordinateur sécurité, juste pour un peu répartir qui doit faire quoi? Alors, au niveau de l'analyse de risque, donc l'entreprise doit compléter son analyse de risque par rapport au Covid. Ça, c'est un élément. Au niveau de la coordination, le coordinateur, lui, doit adapter le plan de sécurité du chantier. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux
deux responsabilités bien distinctes. L'employeur, analyse de risque, poste de travail. Face au Covid, qu'est-ce que je mets en œuvre? Par rapport au coordinateur qui a la responsabilité de la prévention et du fonctionnement de la sécurité sur son chantier qui est délivré par le maître de l'ouvrage, lui doit adapter son plan de sécurité. En clair, s'il est prévu sur le chantier d'organiser des chemins, des parcours qui sécurisent et qui donnent un plan de circulation sur le chantier, ça doit se faire évidemment au niveau du coordinateur avec la collaboration de l'entrepreneur ou des entreprises présentes sur le chantier. Donc, est-ce que j'ai bien fait la séparation entre les deux? Et alors, un point qui revient aussi régulièrement, on va peut-être terminer par ces points-là, c'est au niveau des camionnettes. Donc, est-ce qu'il faut conseiller une séparation? Oui, non. Est-ce qu'il est préférable que tout le monde porte des masques dans la camionnette? Ils sont un peu... Alors, je sais que ce point est un point critique, hein, notamment pour les négociations en cours au niveau de la commission paritaire. Je vais, moi, me référer simplement, et je vais m'en tenir à l'arrêté ministériel qui dit que le transport organisé par l'employeur doit garantir la distanciation. Donc, 1,25 m, c'est le défi. Dans la mesure où l'employeur ne peut pas garantir cette distanciation, il doit prendre les mesures adéquates, équivalentes par rapport au mètre 50. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit on met un travailleur par camionnette, et évidemment, ça pénalise, ça arrange beaucoup de choses, mais ça pénalise en termes de logistique l'employeur, parce qu'il va multiplier les moyens de locomotion en fonction du nombre de travailleurs. Donc, c'est une tâche très, très difficile à assumer. L'autre moyen, c'est et dans la mesure du possible, demander aux travailleurs qu'ils viennent par ses propres moyens, pas de son véhicule privé. Donc, je reste aussi dans la mesure du possible, parce que voilà, tout le monde n'a pas un véhicule, et tout dépend aussi de la distance du chantier. Hein. Vous savez, si on doit faire 150 km avec sa voiture, ça peut être dérangeant. Et la troisième solution serait alors de cloisonner l'habitacle des camionnettes. Donc, je sais que la Confédération a déjà édité un flash construction du 30 du 4 où elle a mis en exemple une séparation physique. Mais attention, lorsqu'on pose cette séparation physique, il faut être sûr qu'on ne diminue pas la luminosité à l'intérieur de l'habitacle en dessous de 70% prévu, qu'on ne perturbe pas les moyens de sécurité, enfin pas les moyens, mais la sécurité du véhicule, je pense aux airbags, une couverture de sécurité. Et il faut être sûr que le système est compatible avec, non seulement, et on revient aux fabricants fournisseurs, donc et je sais que D'Ieteren a pris déjà des dispositions par rapport aux véhicules qu'il met sur le marché par rapport à ce genre de séparation. Et il faut que le système ait une fixation facile. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas une intervention mécanique qui ne pourrait pas enlever. Enfin, il y a une disposition pratique là-dessus qu'on considère comme un accessoire movible. Et donc, si ces conditions sont remplies, évidemment, on peut mettre ces barrières physiques à l'intérieur du véhicule. Et évidemment, ça augmente alors la capacité. Donc, d'une personne, on peut passer à deux. Tout dépend de la grandeur, de la composition du véhicule. Et à ce moment-là, en fonction des distances, en fonction de l'aménagement du véhicule, eh bien, lorsqu'on a répondu à l'arrêté ministériel, à ce moment-là, on peut mettre autant de personnes qu'il y a de
partie confinée à l'intérieur du véhicule. OK. Mais est-ce que les personnes portent des masques du coup également? Et si le confinement peut garantir que, en termes de dispersion de particules, de gouttelettes et autres, ça garantit évidemment la propagation du virus, le port du masque est un plus. Mais voilà, il n'est pas nécessaire. OK. Je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Ce qui est peut-être important, Lino, parce que tu as insisté sur une bonne communication, hein, des différents corps de métier pour les ouvriers sur les chantiers, tout ça. Est-ce qu'il y aurait des documents qui seront mis à disposition, des fiches techniques par constructif? Tout à fait. Et peut-être également vers qui peuvent s'orienter nos entreprises pour toutes ces questions de masques, ça, dans chaque province, par exemple? Alors, concernant les documents, dès que l'accord sera entériné au sein de notre commission paritaire, tous les documents afférents, donc au niveau de, et je sais qu'il y a des analyses de risque qui sont prévues. Il y a une checklist lorsque les entrepreneurs se rendent au domicile d'un particulier, chez un professionnel. Il y a des fiches sécurité par rapport au corona et aux mesures de sécurité à mettre en œuvre. Il y a une affiche à poser sur le chantier qui va être adaptée, mais l'ancienne reste toujours d'actualité. Il y a des toolbox qui vont aussi être publiées, des fiches LMRA, donc Last Minute Risk Analysis. Donc, tous ces documents, toute cette masse de documents sera évidemment mise à disposition du secteur. Je pense qu'elle sera téléchargeable sur notre site. Mais ça, après accord au niveau de la commission paritaire. Pour ce qui est de la communication, il va y avoir un numéro vert au sein de Constructive. Donc, c'est un point de contact, call center, appelez ça comme vous voulez, mais point de contact avec un 0800 qui va être mis en place avec justement des personnes qui pourront répondre aux questions que les entrepreneurs se posent par rapport au Covid-19. Et dernier élément, les 21 ou 22 conseillers bien-être de Constructive ont repris le travail ce lundi. Et évidemment que les entreprises peuvent, et moi, je souhaite qu'ils appelleront les conseillers bien-être Constructive pour toute aide, toute mise en place, complément d'information par rapport aux questions qu'ils pourraient se poser. Et donc là, on est en train de justement d'équiper nos travailleurs. Ils sont équipés déjà pour circuler sur les chantiers avec les mesures de sécurité appropriées. Et pour le reste, au niveau des informations dont je viens citer d'un point de vue administratif, fiches sécurité et autres, bien, ils auront aussi tous ces documents à disposition qui, évidemment, se feront un plaisir de mettre à disposition du secteur pour justement faire face à cette pandémie. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Lino. Donc, on attend bien sûr avec impatience ce fameux numéro vert. Je pense que vous risquez d'avoir pas mal de coups de fil. J'invite également les entreprises affiliées à la Confédération à bien suivre nos flashs, puisqu'effectivement, dès qu'il y aura un accord au niveau des partenaires sociaux et que les fiches techniques de constructifs seront à disposition, ben, nous les transmettrons directement également via nos flashs et canaux de communication. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.